l'hypersudation ou ce qu'on appelle hyperhidrose. Elle est définie comme une sudation incontrôlable, excessive et non prédictive qui dépasse les besoins liés à la thermorégulation. Elle touche préférentiellement les creux axillaires, les paumes des mains, les plantes des pieds et la face, mais peut affecter n'importe quelle partie du corps. Ce symptôme en apparence bénin, malheureusement, peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie, allant parfois jusqu'à l'isolement et la dépression. Sur le plan épidémiologique, donc, il y a 2 études réalisées aux États-Unis qui estiment que l'hyperhidrose touche environ 2,8 à 4,8% de la population générale. Il y a le sexe ratio homme-femme est proche de 1, donc ça touche les hommes et les femmes, avec une prédominance d'âge entre 18 et 39 ans. Ce symptôme, par contre, il est probablement sous-diagnostiqué et sous-traité, vu qu'il n'y a que 38 à 51% de ces patients qui ont déclaré avoir déjà parlé de leurs problèmes d'hyperhidrose à un professionnel de santé. Le diagnostic étiologique ne serait posé que dans 7% des cas, et dans 93%, il s'agira d'une hyperhidrose primaire. Alors, un petit rappel anatomique. Bon, les glandes sudoripares qui synthétisent la sueur sont divisées en 2 groupes. Donc, il y a les glandes écrines et les glandes apocrines. Pour les glandes écrines, leur activité commence dès la naissance. Elles sont réparties sur toute la surface de la peau, excepté donc, les lèvres, les lits incluaux, les conduits auditifs externes, les mamelons et certaines zones des organes génitaux externes. La composition de leur sécrétion est faite dans 99% d'eau uniquement. C'est ces glandes-là, les glandes écrines, qui sont responsables de la thermorégulation. Et c'est justement les glandes écrines qui ont été incriminées dans l'hyperhidrose. La régulation de la synthèse de cette sécrétion est régulée donc, par des stimuli nerveux, thermiques, hormonaux et émotionnels. Le deuxième type de glandes sudoripares, c'est les glandes apocrines. Celles-là, leur activité commence à la puberté. On les retrouve uniquement dans les zones axillaires, anogénitales, périombilicales, périmammaires, auditives externes et au niveau des paupières. Donc, c'est des sécrétions visqueuses. Leur composition est faite de lipides, de protéines et d'ammoniac. Donc, pour les glandes apocrines, on ne sont pas incriminées dans l'hyperhidrose. Pour la régulation, elle est physique et émotionnelle. Sur le plan physiopathologique, donc sur le plan physiopathologique, au cours de l'hyperhidrose, il n'y a aucune modification, ni de la taille, ni du nombre, ni de la morphologie de ces glandes sudoripares. Par contre, il y a une augmentation de leur production de sueur. Les mécanismes liés sont peu connus. Certaines études évoquent une possible hyperréactivité du système nerveux sympathique, d'autres un dysfonctionnement du point de contrôle hypothalamique. On passe maintenant au diagnostic positif. Donc, il faut savoir que le diagnostic positif, il est essentiellement clinique. Cependant, l'hyperhidrose étant par définition épisodique et imprévisible, il n'est pas toujours possible de l'observer justement en consultation. Donc, par conséquent, le diagnostic peut parfois dépendre davantage des descriptions faites par le patient. Il existe des méthodes qualitatives et quantitatives, mais c'est des méthodes qui sont consacrées beaucoup plus pour la recherche. Elles ne relèvent pas de notre pratique quotidienne. Donc, je peux citer le test de Minor, c'est un test qualitatif. Il consiste à appliquer une solution alcoolique de Lugol puis d'amidon de maïs sur les os suspectés. L'apparition de sueur va engendrer une coloration bleutée des zones touchées. Il y a un autre test, c'est un test quantitatif. Alors ce test-là, c'est comment on le fait. Donc c'est ce qu'on appelle la gravimétrie. On dépose un papier filtre de poids et de dimension connue sur une zone corporelle pendant un temps donné. Ensuite, ce papier filtre, il est pesé
et le taux de production de sueur est calculé en milligrammes minute. Cependant, les seuils varient d'un individu à l'autre, d'une zone à l'autre, et restent débattus. Donc, la méthode la plus pragmatique est de se baser sur les plaintes du patient et sur la sévérité des symptômes. Pour la sévérité des symptômes, on va voir tout à l'heure, il y a une échelle d'évaluation de la sévérité de l'hyperhidrose. Donc, pour le diagnostic étiologique, on commence d'abord par un interrogatoire minutieux et un examen clinique attentif. On a dit que le diagnostic, il est clinique, il n'y a pas d'examen spécifique pour l'hyperhidrose. Par contre, la recherche étiologique est très indispensable. Il faudra toujours éliminer une hyperhidrose secondaire, rechercher une cause sous-jacente. Quoique elle est vraiment faible, elle est de 7%. Donc l'interrogatoire va chercher les circonstances d'apparition, les zones corporelles touchées, parce que ça peut nous orienter vers l'étiologie primaire ou secondaire, que ce soit généralisé ou localisé. Donc rechercher des signes associés qui peuvent nous orienter vers une étiologie, que ce soit endocrinienne, tumorale ou autre. La notion de prise médicamenteuse. Pour la notion de prise médicamenteuse, il y a plusieurs médicaments qui sont incriminés, qu'on va voir tout à l'heure. Donc toujours rechercher, faire le listing des médicaments que prend le patient. Alors, il faut toujours rechercher également, au moment de l'hypersudation, est-ce que le patient il fait une hypoglycémie, hyperglycémie, est-ce qu'il fait une hypothermie ou une fièvre? On lui demande de prendre sa température. Est-ce qu'il fait une hypotension ou une hypertension artérielle? Après avoir fait une enquête minutieuse et un examen clinique complet, l'hyperhidrose sera soit d'origine primaire, et c'est la plus fréquente, soit d'origine secondaire. Alors, pour l'hyperhidrose primaire, quelles sont les caractéristiques de l'hyperhidrose primaire? Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est la cause la plus fréquente. On a dit que ça représente environ 93% des cas d'hyperhidrose. Les caractéristiques, donc, elle est essentiellement symétrique, très important, intéressant préférentiellement les paumes des mains, les plantes des pieds, les creux axillaires ou la face. Elle n'est en lien avec aucune pathologie et aucun traitement. Il faut vraiment insister sur ce point. Il faut toujours éliminer la prise médicamenteuse ou une pathologie organique. Elle peut être déclenchée par un stress, c'est très caractéristique aussi, physique, émotionnel et thermique, ou apparaître de manière spontanée et imprévue. Le patient, sans aucun facteur déclenchant, il commence à faire sa crise d'hypersudation. Une autre caractéristique très spécifique, c'est que ça disparaît durant le sommeil. Le patient ne présente pas de sueur pendant le sommeil, très important. Également, il y a des cas où une histoire familiale est retrouvée chez des patients en environ 56% des cas, ce qui suggère justement une origine génétique. Donc, il y a des critères pour le diagnostic. Je répète qu'il faut toujours éliminer une hyperhidrose secondaire. Les critères diagnostiques élaborés en 2004, il faut savoir que le premier critère, le patient va présenter une hyperhidrose qui évolue depuis au moins 6 mois, sans cause apparente, avec au moins deux des critères suivants. On a dit tout à l'heure qu'elle doit être généralisée et symétrique. Elle retentit sur les activités de la vie quotidienne, au moins un épisode par semaine. Après, pour l'âge, c'est décrit que ça touche essentiellement le sujet-gène. L'âge d'apparition, dans ce cas-là, est de moins de 25 ans. On retrouve également une histoire familiale d'hyperhidrose et elle n'est jamais nocturne. Une fois qu'on a un critère majeur avec au moins deux critères mineurs, et bien sûr, après avoir éliminé une cause organique, on peut poser à ce moment-là le diagnostic d'hyperhidrose primaire. Pour l'hyperhidrose secondaire, heureusement, ça représente une minorité de causes, c'est environ 7%. Et pour cette hyperhidrose secondaire, cliniquement, donc, il y a le caractère nocturne. Elle persiste pendant le sommeil. Également, elle peut être généralisée, mais beaucoup plus, elle est focale ou régionale.
Pour les étiologies, il y en a plusieurs. Donc on commence par l'origine endocrinienne. Pratiquement toutes les pathologies endocriniennes peuvent entraîner une hypersudation. Donc l'hyperthyroïdie, le diabète, la cholestérolie, l'insuffisance ovarienne, l'hypopituitarisme. Notre hantise, c'est la cause tumorale, bien sûr. Il faut toujours penser au lymphome, au syndrome myéloprolifératif, les cancers solides. Ça peut être également un motif révélant une néoplasie, c'est ce qu'on appelle les syndromes paranéoplasiques. Ça peut commencer par une hyperhidrose et l'enquête étiologique va retrouver une néoplasie. Les causes infectieuses, on peut citer la tuberculose, le paludisme, la brucellose. Donc à ce moment-là, il y a de la fièvre, l'hypersudation elle est nocturne. Donc on a déjà une orientation vers une étiologie infectieuse. Ça peut être également d'origine cardiovasculaire, l'endocardite infectieuse, l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique également peuvent être incriminés. D'origine pulmonaire, c'est l'hypercapnie, l'insuffisance respiratoire, et aussi certaines pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, les AVC, la maladie de Parkinson. Sur le plan médicamenteux, donc vous voyez que la liste est très longue et il y en a encore d'autres médicaments qui sont incriminés dans l'hyperhidrose secondaire. Donc on a les agonistes cholinergiques, les antipyrétiques, les antihypertenseurs, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques peuvent être l'origine de cette hyperhidrose. Les antibiotiques, donc essentiellement pénicilline, macrolide et les quinolones, les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes, la testostérone, les antalgiques, par exemple le tramadol a été incriminé dans l'hyperhidrose secondaire, les morphiniques, les antidépresseurs, les antiparkinsoniens, les antimigréneux, les neuroleptiques, tous ces médicaments à action centrale sont incriminés dans l'hyperhidrose secondaire. Il y a aussi la cause toxique, comme l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, le plomb, l'arsenic et le monoxyde de carbone. Tous ces médicaments ont été incriminés, d'où la nécessité d'un interrogatoire minutieux et de rechercher tous les médicaments que prend le patient. Donc voilà la démarche diagnostique devant une hyperhidrose selon les recommandations de l'International Hyperhidrosis Society. Donc devant une hyperhidrose, on a dit que le diagnostic est essentiellement clinique. On commence par un interrogatoire minutieux, on recherche les antécédents personnels, les antécédents familiaux, on fait un examen clinique complet. Donc on a déjà dit qu'il faut chercher s'il n'y a pas une hyperthermie, on prend la température, s'il n'y a pas une hypertension artérielle, la glycémie, revoir tous les médicaments que prend le patient et on évalue la sévérité et l'impact sur la qualité de vie. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. À ce moment-là, soit on est orienté vers une hyperhidrose primaire, soit il s'agira d'une hyperhidrose secondaire. Donc, s'il y a des signes en faveur de l'hyperhidrose secondaire, on va poursuivre les investigations et commencer à demander des examens complémentaires en fonction de l'étiologie suspectée chez notre patient. Si plutôt l'enquête étiologique est beaucoup plus en faveur d'un diagnostic d'hyperhidrose primaire, à ce moment-là, on va revoir les critères de diagnostic si elles sont remplies. Donc si oui, il s'agira d'un diagnostic d'hyperhidrose primaire. Alors, on passe maintenant aux complications. Il faut savoir que l'hyperhidrose, c'est vrai que c'est bénin, ça reste un motif de consultation quand même assez fréquent, mais la première complication, le problème posé par l'hyperhydrotation, c'est le retentissement sur la qualité de vie du patient, surtout les jeunes. Donc on retrouve la première complication chez ces patients, ils font des syndromes dépressifs. Ça a été noté chez environ 27 à 63% des cas. Donc pour l'impact sur la vie quotidienne, on peut dire par exemple ça peut gêner l'utilisation des smartphones, vu l'hypersudation de la main. Ça peut gêner la saisie de certains objets. Encore l'écriture, surtout chez les étudiants. Donc l'écriture est en train de faire sa crise, donc ça va entraîner des tâches et tout ça sur le papier. Donc voilà l'échelle dont je vous ai parlé.
Cette échelle va nous permettre d'évaluer le retentissement sur la qualité de vie de notre patient. Donc il y a plusieurs items, il y a 10 items notés de 0 à 3 selon la sévérité du symptôme présenté par le patient. Donc on va demander à notre patient s'il a des démangeaisons, s'il y a des sensations de brûlure, est-ce qu'il est gêné ou complexé par ce problème de peau, est-ce que le problème gêne l'activité quotidienne, les tâches quotidiennes, par exemple les courses, s'occuper de la maison, du jardin, les problèmes que ça entraîne sur le choix des vêtements, par exemple, le problème, est-ce qu'il affecte ses activités ou bien ses loisirs, c'est très très important, surtout chez le sujet jeune. Est-ce que vous avez du mal à faire du sport à cause de votre problème de peau? Est-ce que votre problème de peau vous a complètement empêché de travailler ou d'étudier? C'est très très important. Est-ce que le problème de peau vous a rendu difficile, vous engendre des difficultés relationnelles, que ce soit avec votre conjoint, avec vos amis ou votre famille? Le problème a-t-il rendu votre vie sexuelle difficile? Et on va voir aussi le traitement qu'il prend. Est-ce qu'il a un problème au niveau du temps ou de la disponibilité du traitement? Après avoir posé toutes ces questions, on va les coter, on va évaluer l'impact de cette hyperhidrose sur la qualité de vie de notre patient. Autres complications, donc les complications infectieuses, les infections cutanées, donc l'humidité permanente est propice à la macération et au développement de bactéries et de champignons. Ils font beaucoup de mycoses. Cette prolifération bactérienne accrue peut également se compliquer de bromhydrose. C'est quoi la bromhydrose? C'est justement cette mauvaise odeur corporelle. Et de chromhydrose, c'est la coloration anormale jaune-vert de la sueur. Ils vous disent qu'on prend notre douche au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour, mais il y a toujours cette mauvaise odeur. La sécurité des patients peut également être mise en jeu suite à des chutes liées à des pieds humides ou des chocs, carrément des chocs électriques favorisés par l'hyperhidrose. Cette hyperhidrose peut également abîmer les vêtements et les chaussures, ce qui peut occasionner un coût économique non négligeable pour les patients. Et je vous remercie.